Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures, on décolle! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12e épisode Les ailes du Québec. Aujourd'hui, on parle de Airbus, Boeing, Bombardier et les autres, en fait. Le point de... Les trois petits points dans le titre, c'est pour les autres. Et leurs attentes face aux fournisseurs ou à la chaîne d'approvisionnement. Mais avant de passer au sujet du jour, allons donc au rappel du jour, qui est de vous dire de ne pas oublier de cliquer, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup, c'est très apprécié. Et également, si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime. Ça nous aide dans l'algorithme de YouTube qui, lui, aime les j'aime. Alors, si vous le faites, je vous remercie. Je ne vous demande pas la charité, simplement cliquez « J'aime » généreusement. Alors, aujourd'hui, le sujet a été amené parce que vendredi dernier, on a eu une annonce, deux entreprises, une québécoise et une française, qui se sont regroupées pour former Abipa International. Ce sont deux fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement respectifs dans leur région qui ont des points forts, Abipa en Amérique du Nord et ARM en Europe. Et ce regroupement-là, en fait, est la conséquence ou la demande répétée des clients des deux entreprises qui demandaient à ce que se regroupent avec d'autres. C'était pas nécessairement formulé, dire à Abipa, tu vas aller voir ARM ou quoi que ce soit, mais lorsqu'Abipa soumissionnait pour des contrats ou des choses comme ça, les fournisseurs, les clients de Abipa, mentionnaient que si l'entreprise était plus grosse, qu'elle avait un plus gros volume d'affaires ou un plus gros chiffre d'affaires, elle pourrait obtenir de plus gros contrats ou des composantes ou des fabrications plus importantes. C'est en fait une demande de la part de tous les gros fabricants et les équipementiers. Là, on parle des Pratt & Whitney, GE, Safran, de ce monde, qui eux aussi ont le besoin de faire affaire avec des plus gros fournisseurs, des plus gros sous-traitants, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, quand ils ont affaire à négocier avec plusieurs petits ateliers de fabrication, 30, 40, 50, c'est lourd, c'est difficile et c'est pas aussi efficace. Le danger aussi, c'est que les petites entreprises sont souvent plus sensibles aux variations économiques. Le moindre choc peut les faire tomber. Elles ne sont pas très diversifiées. Donc, il y a un risque pour les fabricants d'avions de se retrouver dans une situation où on a une PME qui fabrique une pièce critique, importante, unique, et que cette entreprise-là tombe, puis là, subitement, on n'est pas capable de se replacer rapidement ou de se retourner rapidement afin de faire fabriquer cette pièce-là. Et là, évidemment, c'est toute la chaîne et toute la fabrication des avions qui est perturbée. En fait, les deux dirigeants d'entreprise, séparément dans leur coin, ont entrepris cette réflexion et cette démarche-là il y a à peu près 4 ans. Alors, pour M. Couillot en France et M. Blondin à Montréal, à Bérabel, donc les deux ont commencé à entendre ce que disaient leurs clients il y a environ 4 ans, puis ont commencé à réfléchir à dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour grossir, comment on peut grossir et comment on peut mieux répondre à la demande des clients. Il y a aussi Aéro Montréal qui avait entamé une réflexion à ce sujet-là il y a plusieurs années. Donc, la Grappe aérospatiale montréalaise avait entamé cette réflexion-là. Et il y a 3 ans, Aéro Montréal a mis sur pied le programme Accélérateur 360, qui a justement pour but d'inciter les entreprises à se regrouper, à devenir plus grosses et à être capables de mieux répondre à la demande. C'est d'ailleurs
un des points faibles identifiés de la grappe aérospatiale québécoise, c'est justement qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont plus fragiles aux variations économiques, qui sont moins diversifiées et qui sont moins capables de répondre aux appels d'offres importants, qui vont comprendre, entre autres choses, là, de la recherche et développement de pièces et qui va comprendre la conception, pas juste la recherche et développement, mais la conception de pièces. Donc, de faire le dessin, de faire approuver les dessins avant de lancer la production. Parce que des entreprises comme Habipa et ARM, ce sont des entreprises qui travaillent au build to print, comme on dit dans l'industrie, c'est-à-dire qu'elles travaillent au plan. Quand ils ont un contrat, que ce soit d'un fabricant d'avion, de moteur d'avion pour Habipa ou d'un fabricant de sièges pour ARM, quand on parle des spécialités des deux. Donc, les plans leur sont donnés, la pièce est conçue déjà d'avance, elles n'ont qu'à produire la pièce. Mais évidemment, on est en aérospatial, dire qu'on a qu'à produire, ça implique beaucoup de choses. Mais le regroupement des deux entreprises fait en sorte qu'on se retrouve avec un groupe international présent sur 3 continents, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et maintenant l'Afrique du Nord, puisque ARM a une antenne au Maroc. Donc, ça permet de diversifier un peu aussi là, la présence, d'améliorer aussi les compétences des deux entreprises. Elles sont complémentaires et elles ont les reins plus solides. C'est-à-dire que quand vous avez un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars par année, c'est à peu près là, l'évaluation, ben, si on vous confie un nouveau mandat de 20 ou 30 millions de dollars par année, vous allez être capable de le prendre, ce mandat-là. Ce n'est pas un risque trop important pour votre entreprise. Vous allez être capable d'investir et de le mener à terme. Alors que si vous faites un chiffre d'affaires de 15-20 millions de dollars, ben, on ne vous confiera pas un mandat de 30 millions de dollars. C'est beaucoup trop gros pour vous, pour votre chiffre d'affaires. Vous devez vous agrandir trop rapidement, engager du monde, développer de l'expertise. Donc, c'est un risque pour les donneurs d'ordre, donc de donner plus d'ouvrages trop rapidement à des petits fournisseurs. Et il y a le fait aussi que comme ces entreprises-là ne sont pas capables de faire la conception et le développement de pièces ou de systèmes, bien, elles sont limitées dans leur capacité. Alors que les fabricants d'avions et les équipementiers, eux, veulent pousser cette responsabilité-là vers les fabricants parce que, évidemment, il y a des frais associés à ça, mais il y a aussi, comme le disait, comme expliquait le président d'ARM, M. Couillot, quand c'est pas le fabricant ultime qui dessine la pièce, mais le fabricant d'avion, et quand c'est pas l'atelier d'usinage qui fabrique la pièce, et c'est ce que je voulais dire, l'atelier d'usinage, donc souvent, le dessinateur chez Airbus ou chez Boeing ou chez Bombardier, il n'y a pas de contact avec les machinistes, il ne sait pas comment les pièces se machinent, donc il peut, sans le savoir, des fois, rendre la fabrication de la pièce plus dispendieuse, juste parce qu'elle est mal conçue, mal dessinée. Alors que quand c'est un dessinateur du machiniste qui fait la pièce, le dessinateur, lui, il discute avec l'ingénieur, il discute avec le machiniste, donc il est au courant de ce qui est facile ou pas à produire, et il va modifier le dessin de sa pièce, et quand tu fais, plusieurs composantes, quand il s'agit de plusieurs composantes qui sont intégrées, bien là, à ce moment-là, le dessinateur peut choisir comment il va briser ou défaire ses composantes pour arriver à des fabrications et des assemblages plus faciles à faire. Donc ça, c'est un gros avantage pour les fabricants d'avions et les équipementiers. Donc, ce regroupement-là est important dans le cas d'Habipa et de ARM. Et ce que ça fait, c'est que ça crée de futurs champions. Parce que là, à court terme, Habipa International va pouvoir générer de la croissance organique. Elle a les reins plus solides. D'ailleurs,
Exportation et Développement Canada et le Fonds de solidarité ont décidé d'investir 15 millions de plus dans la nouvelle entité Habitat International parce que comme elle a les reins plus solides, ben, elle peut avoir plus. Elle est plus en mesure d'aller chercher des nouveaux contrats. Il ne s'agit pas d'argent pour couvrir des prêts ou rembourser des prêts passés. Il s'agit bien de l'argent pour développer les affaires. Donc, cet argent-là va servir à investir dans de l'équipement de production, dans des nouvelles installations, dans de la modernisation et dans l'acquisition de nouvelles ressources pour justement aller chercher une croissance organique. À court terme, c'est ce que les deux entreprises veulent faire. À moyen et long terme, ben, l'objectif des dirigeants d'Habitat, c'est de devenir un nouveau Héroux DevTech, par exemple. C'est-à-dire que de continuer à élargir sa croissance, devenir un intégrateur, donc avoir des contrats plus importants où on fait de la conception, du développement, on fait de la R&D, et on obtient de plus en plus d'ouvrages, et éventuellement, ben, on est un intégrateur comme Héroux DevTech. Évidemment, on ne parle pas de train d'atterrissage nécessairement, puis dans quel domaine de spécialisation va se faire va s'orienter l'entreprise, on ne le sait pas encore. Et les dirigeants ne le savent pas, mais ça va venir au fil des contrats qui vont se présenter, des opportunités d'affaires qui vont leur être offertes dans les années à venir. Donc, ça va permettre de créer des nouveaux champions ou des nouveaux géants mondiaux, comme Héroux DevTech, qui est le troisième plus gros fabricant de trains d'atterrissage au monde. Mais quand on regarde l'histoire des 20 dernières années des Héroux DevTech, ben, c'est exactement ce genre de chemin-là qu'elle a suivi. Fusion, acquisition, croissance organique, et finalement, quand elle a obtenu le mandat du train d'atterrissage du 777 en 2015, ben là, ça a été vraiment l'événement marquant qui a amené Héroux DevTech à un autre niveau. Ça lui a permis de vraiment devenir un grand leader mondial dans le train d'atterrissage. Alors, Habitat International va devenir un leader un jour. Et comme je le disais, on ne sait pas dans quel domaine, mais ça va se faire. Et au Québec, il y a une autre entreprise un peu qui est dans ces traces-là. J'en ai parlé dernièrement. C'est le groupe Meloche, qui lui aussi est un atelier, à la base, un atelier d'usinage, qui fait du build to print, donc qui ne développe pas, qui ne fait pas le développement de ses pièces, mais qui grossit graduellement. Elle a fait quelques acquisitions. Elle est aussi, elle, a un chiffre d'affaires de près de 100 millions de dollars par année. Et l'objectif, eux, c'est de doubler à 200 millions d'ici 2026. Et eux aussi, éventuellement, tout comme le font Habitat, vont devenir un intégrateur, c'est inévitable. Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que veulent les fabricants. Eux, ils trouvent leur compte parce qu'ils vont pousser une partie de leurs frais vers les ateliers d'usinage qui, elles, vont être capables de réduire leurs frais. Parce qu'à partir du moment où l'atelier d'usinage, comme je le disais tantôt, si le dessinateur et l'équipe de l'atelier d'usinage est capable de faire en sorte que la pièce va être moins dispendieuse à produire, bien évidemment, il y a des économies qui sont refilées aussi aux clients. Donc, tout ça, c'est un tout. Et oui, tout ça, c'est un tout. Moi, ça... Je pense que je viens de faire un pléonasme, là. Mais en fait, c'est ça. Donc, je suis ça avec intérêt. J'espère qu'il va y avoir d'autres entreprises québécoises qui vont se lancer qui vont explorer ce chemin-là. D'ailleurs, l'accélérateur 360 du programme d'Aéro Montréal est toujours sur pied. Habitat en a profité il y a 2 ans parce que dans ce programme-là, on fournit de l'expertise, donc ça permet à l'entreprise qui participe d'aller chercher des ressources de consultants et de faire couvrir les frais là, dans le programme. Il y a moyen de faire rembourser les frais de consultation qui aident l'entreprise à s'orienter justement, puis à comprendre quels sont ses besoins, quels sont les genres de partenaires. Les entreprises qui soutiennent aussi les partenaires financiers des entreprises aérospatiales, elles aussi veulent ça.
D'ailleurs, le Fonds de solidarité a encouragé, qui est un gros soutien financier de Habipa, a encouragé l'entreprise à aller dans cette direction-là depuis quelques années. De son côté, les partenaires financiers d'ARM faisaient la même chose, et c'est d'ailleurs ACE, qui est un fonds de soutien à l'industrie aérospatiale en Europe, qui soutient ARM, qui lui a mentionné, ben tu devrais aller voir à Habipa à Montréal. Nous, on a des gens du Fonds de solidarité ici qui nous disent qu'à Habipa, ils cherchent un partenaire, et c'est comme ça que le contact s'est fait avec les deux entreprises. Comme a mentionné aussi Monsieur Couillot, l'arrivée de l'A220 dans la famille Airbus, c'est pas nécessairement l'élément déclencheur, mais c'est venu alimenter la réflexion. Et c'est comme il dit, c'est que maintenant, l'axe Toulouse-Montréal est beaucoup plus intéressant pour les industriels aéronautiques des deux pays, maintenant qu'Airbus produit au Canada. Donc ça, c'est un rapprochement normal. Mais dans le cas des deux entreprises dont on parle, probablement que le rapprochement se serait fait pareil. Rien à voir avec la COVID-19. Si vous pensez que la COVID-19 a accéléré ces choses-là, la réponse c'est non. Des deux entrepreneurs, ils disent, ben, on avait établi des contacts, on avait commencé à discuter, et là, on a été obligé d'arrêter de se rencontrer puis de se voir pendant la COVID-19. Donc, pour eux, ça a été un ralentissement, ça, la COVID-19. Donc, si c'est un facteur, ça a été un facteur négatif ça a ralenti le processus de rapprochement entre les deux entreprises. Puis évidemment, comment tu veux négocier une entente où il y a de la finance, du partage d'actionnariat, quand tu es dans une période d'instabilité aussi grande que celle qu'a amené la COVID-19. Alors, oui, je les crois très fermement. Quand ils me disent que ça les a ralentis, ben, écoutez, je les crois. L'autre chose que j'ai appris lors de la visite de chez Habipa le vendredi dernier, c'est la question des traitements de surface. Alors là, M. Blondin a soulevé un point important pour dire que un des gros problèmes auquel fait face la chaîne d'approvisionnement aéronautique mondiale, c'est le traitement de surface, ou plus précisément l'absence de ressources en matière de traitement de surface. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le traitement de surface, c'est tout ce qui concerne la finition de la surface de métal. Alors, quand on fait du traitement de surface, on mélange pas, on ne change pas les propriétés d'une pièce, on n'en change pas les composantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment travailler pour améliorer la surface de la pièce. Un des effets premiers du traitement de surface, souvent, c'est qu'il prolonge la durée de vie utile d'une pièce. Traitement de surface, ça peut être mécanique, au jet de sable, les bavurages, avec des billes aussi, le jet de billes. Donc, on peut façonner mécaniquement la surface d'une pièce, mais aussi on peut la façonner chimiquement. Donc, on trempe souvent dans différents bains d'acide et on ajoute un fini. Le plus connu de tous, c'est le chrome sur le métal. Donc, le fait d'appliquer une couche de chrome sur une pièce de métal, c'est un traitement de surface, le plus connu. Le traitement de surface, comme il utilise beaucoup de traitements chimiques, il a évidemment une mauvaise cote ou une mauvaise perception environnementale. Et d'ailleurs, en France, le traitement de surface en matière d'environnement fait l'objet d'un règlement particulier juste pour le traitement de surface, parce qu'on craint, dit-on, les dégâts environnementaux ou les problèmes environnementaux face à avec ce procédé-là. Par contre, c'est comme bien des choses, quand il est bien fait, quand il est géré correctement et quand il est géré de manière responsable, le traitement surface n'est pas vraiment dommageable pour l'environnement. Il y a moyen de récupérer tous les acides et les produits dérivés pendant le traitement et de se retrouver finalement avec à peu près zéro rejet dans l'environnement. Et surtout, il allonge la durée de vie de bien des pièces. Donc, au bout du compte, il réduit la consommation
de métaux ou de produits. Donc, il a un avantage aussi de ce côté-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est 100% environnemental, mais c'est pas aussi mauvais qu'on le dit ou qu'on le prétend comme procédé. Le problème, c'est qu'il n'y a que quelques petites et moyennes entreprises qui sont autorisées, qui ont les autorisations pour le faire, parce que comme il y a un potentiel de risque environnemental, c'est difficile d'obtenir les autorisations pour faire les procédés. Souvent, les entreprises qui le font, ce sont de vieilles entreprises, de vieilles installations coûteuses. Et en plus de ça, quand vous voulez faire, pour une entreprise comme Habipa, lorsqu'elle elle a un contrat de fabrication où elle doit faire du traitement de surface, elle ne peut pas elle ne peut pas confier, le mandat à n'importe quelle entreprise de traitement de surface. Si Habipa a un mandat avec Pratt & Whitney pour des pièces de moteur, bien quand elle vient de faire pour le traitement de surface, elle doit faire affaire avec des entreprises autorisées par Pratt & Whitney. Donc, elle ne peut pas décider d'envoyer, s'il y a une compagnie de traitement de surface à Laval, tout près de ses installations, qui fait du traitement de surface, qui fait la même chose, mais qu'elle n'est pas autorisée par Pratt & Whitney, même si l'entreprise fait du traitement de surface en aéronautique, Habipa ne pourra pas lui confier le travail. Résultat, dans certains cas, Habipa, c'est pas nécessairement avec Pratt & Whitney, mais dans certains cas, Habipa fabrique une pièce à Montréal, doit l'envoyer en Californie pour le traitement de surface, puis la ramener à Montréal pour la finir. Donc, c'est beaucoup de voyagements, c'est beaucoup de frais additionnels. Et si la nouvelle entité Habipa International, si elle s'en va vers une fusion-acquisition dans les prochaines années, ça se pourrait très bien que ce soit avec du traitement de surface parce que c'est un besoin important. Si la compagnie était capable d'ouvrir sa propre installation de traitement de surface, demain matin, elle le ferait. Mais ça, je pense que la plupart des fabricants ou des sous-traitants dans le réseau en aéronautique le feraient parce que la demande est tellement forte. Aerodeftech, il y a 2 ans, a acheté la compagnie Tekelia, qui est une compagnie de traitement de surface. Donc, elle l'a intégré à son entreprise. Et là, ça a permis, pas à Pratt & Whitney, mais à Aerodeftech, de gérer l'entreprise et de gérer ce sous-traitant-là. Donc, elle est en mesure de mieux contrôler le temps de cycle des pièces qu'elle envoie. Et bien, si les ressources la capacité des ressources est atteinte, c'est les pièces des Aerodeftech qui passent en premier, puis les autres, ce sont des clients externes, on les coupe, c'est tout. Donc, c'est cette optique-là qui fait que chez Habipa, on songe au traitement de surface, et c'est en ce moment le goulot d'étranglement de l'industrie aérospatiale. Donc, quand on entend parler de problèmes de logistique, souvent, le traitement de surface peut être impliqué pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que le traitement de surface ne se fait pas au même endroit où la pièce est fabriquée. Et quand je dis pas au même endroit, non seulement c'est pas la même installation physique, c'est souvent pas le même pays. Donc, il faut la faire déplacer. On ajoute de la logistique. En cette période de perturbation post-pandémique, ça devient un problème. Le traitement de surface, c'est l'étape qui retarde probablement le plus la chaîne d'approvisionnement en ce moment, un peu partout sur la planète. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à propos de la chaîne d'approvisionnement. J'espère que vous avez apprécié. De toute façon, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous avez apprécié. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas cliquer j'aime, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis que je vous reviens la semaine prochaine. Là. Oui, ça se peut que je vous parle d'avions de chasse cette semaine sur le site Les Ailes du Québec. Je ne sais pas si ça va faire l'objet d'un
d'un épisode spécial la semaine prochaine parce que mardi, je vais visiter l'usine de Boeing à Saint-Louis, là où est fabriqué le Super Hornet. On va discuter avec Boeing aussi, on va nous présenter là, faire une mise à jour de l'offre de Boeing au Canada pour le remplacement des avions de chasse et possiblement, si le temps le permet, peut-être un petit démo en simulateur d'avion de chasse. On se croise les doigts, j'ose pas m'avancer. Alors, ben, c'est ça, ça se peut que vous entendiez parler du Super Hornet cette semaine. Et moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine.